Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour revoir les meilleurs moments de notre émission de débat Ici l'Europe. Des débats de fond que la pandémie n'a pas réussi à perturber. Bien au contraire, tous les grands de notre Europe et les élus ont répondu présents à notre rendez-vous hebdomadaire Urgence écologique, pandémique et géopolitique oblige. Dès son entrée en fonction au début de l'année, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est venue nous livrer sa profession de foi européenne. Je viens de la génération Erasmus qui a vu l'Union européenne comme la protectrice des valeurs, des droits et aussi d'avoir la possibilité d'être autour de la table avec des autres pays membres. On n'a jamais regardé en arrière, c'était juste avoir un futur pour être mieux comme pays pour nos enfants. Les Européens veulent trouver leur juste place dans un monde en plein bouleversement. Ils font face à de multiples crises. Les flux migratoires venus du Sud en 2015 avec la guerre en Syrie explosent désormais à l'Est avec la guerre en Ukraine et représentent un défi pour notre continent. L'Union européenne doit pouvoir compter sur des amis, en particulier sur l'Afrique, menacée de famine. C'est ce que nous disent en substance 3 premiers ministres. Je crois que nous sommes en train de vivre la plus grave crise des réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. 5 millions, même plus, parce que quand vous voyez tous les pays qui ont la frontière avec l'Ukraine, je parle de la Moldavie, de la Roumanie, de la Hongrie, Slovaquie, la Pologne, ils ont déjà montré une grande capacité d'accueil. La Croatie aussi, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour préparer une réponse systémique pour accueillir. Là, il y aura solidarité sur la répartition des réfugiés cette fois-ci. Je crois qu'il n'y a pas de deux types de réfugiés. Il y a une situation ici clairement humanitaire qui est là pour être réglée et aidée par les pays européens, y compris la Croatie. Moi, je me rappelle, vous savez, j'ai vécu des moments ces dernières années où j'avais un président chypriote, un Premier ministre maltais, un Premier ministre italien, un Premier ministre français. Vous êtes depuis 8 ans Premier ministre, ouais, donc depuis 8 ans au Conseil européen. Voilà. Un petit bout de temps, j'avais des coups de fil le soir, le dimanche soir. Dis Xavier, il y a un bateau qui arrive avec tant de réfugiés. Est-ce que tu peux en prendre avant qu'il puisse accoster dans mon pays? On a vécu ça ces dernières années. J'ai plus envie de revivre ça. Donc on a besoin d'un mécanisme. On ne peut pas dire maintenant, ah ben ceux qui étaient qui étaient sur le bassin méditerranéen, c'était vous pour les Syriens. Maintenant, c'est le front de l'Est pour l'Ukraine et demain, ce sera quelque chose d'autre. On ne doit pas oublier que l'histoire nous a montré que en fait, la hausse du prix des denrées, et surtout avec la farine, du pain et tout ça, ont provoqué le printemps arabe. Ça a commencé comme ça aussi. Toutes les initiatives qui permettent de garantir quand même une certaine survie alimentaire. Je trouverais ça triste que l'Europe conditionne son soutien à l'Afrique selon les votes qu'ils font dans d'autres choses. Pourquoi ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique est tellement important? Nous sommes des voisins. Si les choses se passent mal chez votre voisin, ça a un impact sur vous aussi. C'est vraiment l'Europe qui fait la différence et qui est un partenaire stable. Vrai, on est aussi basé sur des valeurs et sur une vision de la démocratie et de l'état de droit, etc. Mais je pense que de plus en plus, nos partenaires africains comprennent que travailler avec un partenaire stable, ça a quand même des avantages aussi. Vous l'avez compris, notre union à 27 est forcée d'être plus géopolitique que jamais. Avec une guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, ce conflit à ses portes contraint l'Union à réagir par des sanctions ordonnées et une dénonciation des crimes de Poutine, comme nous l'expliquent les têtes de l'exécutif. Nos paquets de sanctions ont dévasté l'économie russe. Ils touchent tous les secteurs stratégiques, l'énergie, la technologie, l'aviation. Le plus important, c'est qu'il diminue les ressources permettant à Poutine de financer sa guerre. Et le résultat, on le voit maintenant, l'inflation monte en flèche, le rouble est en chute libre, les entreprises quittent la Russie, les banques russes sont coupées des marchés financiers, le pays est quasiment en état de cessation de paiement. Mais certes, ces sanctions ont aussi un coût pour notre économie. Mais je suis convaincue que les citoyens européens comprennent que nous devons nous opposer à cette invasion cruelle, car c'est notre liberté qui est en jeu. Et notre liberté n'a pas de prix.
Certains disent qu'on n'est plus prêt à aller au-delà parce que finalement, ça nous heurterait trop. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Mais c'est certain, c'est que c'est dans l'unité qu'on va prendre des décisions sur ce sujet. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas mener ces débats-là sur la place publique. Vous savez, quand Vladimir Poutine décide de cibler par des bombardements telle ou telle ville en Ukraine, telle ou telle cible en Ukraine, il ne nous informe pas à l'avance. Et je pense que le succès du point de vue européen de la réaction qui a été très forte, elle a été aussi liée à cette capacité de prendre le Kremlin par surprise. Il ne fait aucun doute que le Kremlin ne s'attendait pas à une telle résistance militaire en Ukraine. Et on voit aussi la force politique de l'Union européenne. On voit bien que le marché intérieur et la capacité de décider des sanctions économiques et financières, ça n'est pas un détail, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, extrêmement impactant. L'Union européenne a condamné les frappes de missiles aveugles et illégaux contre des civils menés par la Russie en Ukraine et dénoncé des crimes de guerre, des crimes qui seront jamais punis selon vous, Josep Borrell ? Pourquoi jamais ? Vous voyez ce que s'est passé dans l'ancienne Yougoslavie. Les coupables des crimes de guerre dans l'ancienne Yougoslavie, finalement, ils ont été jugés, ils ont été condamnés, ils ont purgé sa peine. Jamais, je ne sais pas, évidemment, c'est difficile. Mais en ce moment, le problème, c'est une fois encore la guerre elle-même. L'Ukraine se bat pour son existence. C'est une guerre existentielle pour l'Ukraine. Punir les criminels de guerre, oui, bien sûr, il faudra le faire. Mais pour l'instant, la chose la plus importante, c'est être capable de résister à l'envahisseur. L'union dans la diversité. Force est de constater que les Européens sont plutôt unis sur le conflit ukrainien, mais avec des nuances et des divergences sur l'efficacité des sanctions, la défense européenne ou encore les réfugiés. Un débat politique vivant, indispensable, que nous avons fait vivre sur les plateaux du Parlement européen ou sur celui de la Journée de l'Europe avec des eurodéputés très remontés. Écoutez-les. La guerre que mène l'armée russe et Vladimir Poutine en Ukraine, c'est une guerre qui est dirigée aussi, pas simplement contre l'Ukraine, mais contre l'ensemble de l'Europe, contre les principes et les intérêts vitaux de l'Union européenne. Et donc, il fallait impérativement réagir de manière forte. Il y a eu une forme de révolution culturelle dans les institutions européennes et dans la plupart des États membres. Avons-nous été assez unis ? Je suis absolument convaincue que nous avons, au début, été absolument assez unis. On a pris des mesures qui étaient inimaginables quelques semaines avant. Jamais personne n'aurait attendu que l'Europe puisse réagir avec les mesures qu'elle a prises de fourniture d'armes, les sanctions qu'elle a prises. C'était inimaginable avant. Ce n'est pas le manque de forces armées et des armements qui nous soucie. D'abord, c'est le manque de volonté de les utiliser pour nous défendre. Et ici, la crédibilité de la France et de l'Allemagne, vue de l'Europe centrale et orientale, est proche à zéro. La première, en janvier, avant même l'invasion russe de l'Ukraine, la France a décidé d'envoyer des troupes en Roumanie, de renforcer sa présence militaire en Estonie. C'est précisément le pays membre de l'Union européenne dont la crédibilité militaire est la plus forte. Et je voudrais au moins qu'on le reconnaisse, parce que cet engagement sur les pays qui sont les plus proches de la ligne de front et les plus inquiets de la menace russe, il est constant, il est même renforcé. La politique téléphonique du triangle Poutine-Macron et Scholz, c'est quelque chose qui enrage l'Europe centrale-orientale. C'est l'ensemble de la politique à l'Est, d'apaisement, appeasement, vers la Russie, plutôt l'Allemagne que la France, mais la France est derrière. Le refus de sanctionner la Russie, le refus de sanctionner, les refus d'armer l'Ukraine. C'est faux aussi. La France a envoyé des canons César en Ukraine. Je suis un peu étonné de cet empressement. Je sais que l'Ukraine vit une situation dramatique et on y est très solidaire. Mais dire qu'on va faire une procédure express pour faire rentrer l'Ukraine, je ne suis pas d'accord, clairement. Pourquoi ? Parce qu'on ne rentre pas à l'Union européenne comme ça, parce qu'il y a un coup de cœur ou une urgence, y compris dramatique. Il y a un acquis communautaire à respecter, c'est pas rien. Tous les pays qui ont demandé à adhérer dans l'Union européenne dans le passé, ça a été un processus qui a duré 10 ans, au moins 10 ans. Parce qu'il faut d'abord qu'ils se mettent en conformité avec toutes les lois qui ont été votées auparavant par les autres pays et qui ont dû les digérer. Mais moi, je suis plutôt favorable et pas
uniquement à l'adhésion de l'Ukraine, mais je crois qu'il nous faut une stratégie pour le futur de l'Union européenne. Et j'entends bien l'argument que l'Union européenne n'est pas prête, mais j'entends cet argument depuis des décennies. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Et je crois que en ce moment-ci, ce qui se passe, ce n'est pas uniquement la guerre en Ukraine, c'est le changement de l'équilibre géographique au monde. Avec l'équilibre qui change, moi, je préfère avoir une union grande et forte. Donc on a 5 millions de personnes qui sont sorties de l'Ukraine et qui cherchent effectivement une protection. Donc les personnes vont vers les familles qui peuvent effectivement les accueillir. Tout va dépendre de combien de temps cela va durer. Donc on peut mobiliser la solidarité des familles personnelles pendant des temps courts. Mais si les temps sont plus longs, par exemple, comment faire aller les enfants à l'école, comment avoir une couverture sociale pour ces personnes, ça va demander une organisation publique beaucoup plus forte. Et dans ce cas, la solidarité européenne devra vraiment répondre aux besoins des Ukrainiens. 2022, c'est l'année de la jeunesse, mais aussi celle du citoyen européen à l'honneur avec la conférence sur le futur de l'Europe. Un grand exercice participatif, dialogue phare de la présidence française de l'Union européenne. Les divers panels ont rendu leurs conclusions le 9 mai dernier, insistant sur l'Europe de la santé et de l'énergie. Nous avons suivi 4 jeunes participantes tout au long de cette aventure à travers un documentaire, un webdoc, interviewé le coprésident Guy Verhofstadt et des eurodéputés impliqués. Extrait tout de suite. La Camille du mois de septembre, elle était perdue. Et elle s'est dit, dans quoi ma mère elle m'a embarquée. Et là, la Camille de maintenant, elle se dit, heureusement que ma mère elle m'y a embarquée parce que c'est vraiment un truc de fou. Quand ils m'ont appelé, j'ai cru à une escroquerie, qu'ils voulaient ma carte de crédit, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que ce moment a changé ma vie pour toujours. Je me battrai pour mon propre point de vue, pour que ce soit quelque chose d'efficace et d'utile, et pas que ce soit juste un jeu de dupes. Si ça marche, c'est le meilleur projet de tous les temps. Tout cet exercice, vous étiez très impliqué, il accouche de ce dont vous rêviez. Il y a des propositions très concrètes sur les stratégies de l'Europe, sur les politiques de l'Union, mais aussi sur les questions institutionnelles de l'Europe. Par exemple, toute la question de l'unanimité est discutée dans ces conclusions. Et ce qui est très important, c'est que ce sont des propositions qui ont été élaborées avec les citoyens. Ce n'est pas comme d'autres conventions citoyennes où les citoyens formulent des recommandations et puis on les envoie chez les hommes politiques. Ça, on n'a pas fait. Cette conférence est pour nous plutôt une mascarade, une pièce de théâtre pour introduire des idées du peuple, mais pour nous, les seuls qui peuvent parler au nom du peuple dans une démocratie sont ceux qui ont été élus par le suffrage universel et pas ceux qui ont été nommés un peu par la bulle européenne. Vous êtes d'accord avec cette vision ? Je ne suis pas d'accord en fait. Il faut débattre, il faut discuter de l'avenir de l'Europe et il faut des nouvelles idées. Et également peut-être même changer les traités. C'est pour ça, moi je défends très fortement le besoin de nouvelles compétences au niveau européen. Sur les questions de l'éducation, sur les questions de la santé, on l'a vu avec la pandémie, l'importance que l'Union européenne peut avoir pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et je suis en train de défendre ces idées-là, les discuter avec les citoyens. On voit que les citoyens les demandent. Et l'Union européenne, elle s'efforce d'atteindre des objectifs ambitieux en matière de sauvegarde de notre planète, réduction des émissions de CO2, mais aussi lutte contre les déchets. L'un des piliers de l'UE pour une économie circulaire, c'est la loi sur le droit à la réparation qui devrait être votée en fin d'année. Certains citoyens ont d'ailleurs devancé l'appel, comme nous le montre notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Cette machine à coudre n'a pas 2 ans, mais déjà, le volant est bloqué. Non, ça va pas là. Quand Marie a su que cet atelier de réparation mobile faisait escale près de chez elle, elle n'a pas hésité une seconde à y apporter l'objet défectueux. J'avais acheté sur Internet. Et aller au magasin avec un truc que vous avez acheté sur Internet, on va vous dire « mais ça, madame, c'est pas bon, il fallait acheter chez nous ». Donc, je n'ai pas osé aller chez un revendeur, quoi.
Et c'est le cas de beaucoup d'adeptes de plus en plus nombreux des Repair Cafés, comme Marie-Christine, qui ne voulait pas jeter ce vieil aspirateur. Il faut vraiment que l'objet soit hors d'usage pour dire que je jette, sinon, tant qu'il y a de l'espoir, je ne jette pas, je n'aime pas ça. Le diagnostic a beau être mauvais, le réparateur propose des solutions pour éviter la case poubelle. La solution, c'est de changer le moteur. On peut toujours trouver un autre aspirateur en panne et on prend le moteur. Donc de deux qui vont aller à la poubelle, on fait une qui fonctionne. Monique, elle, ne trouvait personne pour réparer cette très vieille machine à coudre. Quand j'ai un ancien appareil qui me lâche, ça m'attriste parce que tous les produits made in China, on les subit déjà suffisamment. Des objets dont Emmanuel soupçonne parfois que la durée de vie est réduite volontairement par les fabricants. On observe pas mal de freins à la réparation quand on répare des objets, donc des vis qui sont cachées, des objets qui sont, des pièces qui sont collées. Donc voilà, on rencontre quelques soucis. Alors on ne sait pas toujours dire si c'est de l'obsolescence ou pas. On ne sait jamais prouver que le fabricant a réellement réduit la durée de vie de son objet. C'est le principe de l'obsolescence programmée, contre lequel le Parlement européen se bat depuis plusieurs années. C'est aussi très important que la Commission européenne présente un texte qui inclut un meilleur accès aux pièces détachées et à l'information avec, par exemple, une sorte de passeport pour les produits ou alors un score de réparabilité. Un indice qui existe déjà en France depuis plus d'1 an. La proposition de la Commission européenne est en tout cas attendue pour l'automne. Nous voilà arrivés à la fin de notre petite sélection. Merci à Isabelle Romero, Perrine Desplat, Georgina Robertson et Sophie Samaï d'avoir produit Ici l'Europe, l'émission qui rapproche les citoyens de leurs élus et leur fait entendre les grands débats qui traversent notre continent. À très bientôt pour poursuivre cette discussion.